Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à la situation sécuritaire au Mali et plus largement au Sahel au lendemain de la mort d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président chassé du pouvoir par les militaires en 2020. La junte évoque les maux accumulés pendant son règne, violence djihadiste communautaire ou crapuleuse, faillite des services de l'État ou encore corruption. Mais depuis quelques mois, une partie de bras de fer s'est engagée avec cette junte justement au pouvoir qui va des sanctions des pays de l'Afrique de l'Ouest soutenues par la France aux menaces de retrait des forces militaires européennes de la région. Le tout dans un contexte de guerre froide et de présence paramilitaire russe. Alors, quelle est l'ampleur de la menace terroriste? Comment la présence militaire française évolue-t-elle? Quelle est l'intensité de la force paramilitaire russe Wagner au Mali? Le Sahel est-il une poudrière? On en parle avec mes invités et nos chroniqueurs. Wassim Nasr est avec nous. Bonsoir Wassim, journaliste chroniqueur France 24, spécialiste des réseaux djihadistes. Bienvenue dans le débat. Gauthier Ribinski est avec nous. Bonsoir Gauthier, chroniqueur international France 24. Nous avons également à Bamako avec nous Cyril Payen, grand reporter, envoyé spécial de France 24 à Bamako au Mali. Bonsoir Cyril. Et également Niagale Bagayoko, qui est avec nous, docteur en sciences politiques, présidente de l'African Security Sector Network, auteur de Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. C'est publié par le Centre franco-paix de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir Niagale Bagayoko et merci encore d'être avec nous. T'as vu le truc derrière ? On va démarrer ce débat en essayant justement de cadrer cette question sécuritaire au Mali et au Sahel. Wassim, avec vous. D'abord, depuis l'avancée des groupes djihadistes dans le nord du Mali, on parle de 2012 et l'intervention de la France en 2013. Quelle est la présence des djihadistes aujourd'hui au Mali et au Sahel et quelles sont les zones les plus dangereuses ? En fait, les djihadistes ont été chassés par l'opération Serval des centres, on va dire, urbains dans le nord du Mali. Mais petit à petit, ils ont refait leur toile et se sont étendus jusqu'au centre. Aujourd'hui, il y a des opérations dans les alentours de Bamako et même à la frontière avec les pays limitrophes comme Côte d'Ivoire, Togo, etc. Donc la pression militaire française, effectivement, les a chassés. Ils ont perdu leur assise, on va dire, territoriale, qui était très éphémère, sauf qu'ils se sont reconstitués, si on parle d'Al-Qaïda, sous l'emblème de Jamaat al-Muslimin en 2017, donc un agglomérat de groupes djihadistes unifiés sous le commandement d'AQMI, et qui a réussi à s'implanter dans le tissu local d'une manière assez, on va dire, assez réussie, il faut dire les choses comme elles sont, et qui donne du fil à retordre, en tout cas au gouvernement malien successif, aux pays limitrophes, et à la force Barkhane. Quand vous dites inséré dans le paysage local, ça veut dire qu'en fait, la population, finalement, fait avec? Écoutez, on va dire la population, elle est entre le marteau et l'enclume. Ça veut dire les États ne sont pas présents. Il y a deux groupes djihadistes, j'allais en venir. Il y a Al-Qaïda et il y a l'État islamique, qui sont en guerre entre eux. Il y a un qui est moins, on va dire aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, moins violent, moins jusqu'à-boutiste que l'État islamique, c'est Al-Qaïda. Et les populations, pour certaines, se sont retrouvées obligées de choisir un camp entre ces deux camps. Parce qu'à part ça, pour les forces armées gouvernementales, elles sont vues comme, on va dire, prédatrices pour ces mêmes populations. Donc aujourd'hui, on a par exemple Al-Qaïda qui fait de la politique, qui prononce, qui fait justice aussi sur les moindres trucs et qui entre dans ce tissu local. Par exemple, ils essayent de gagner le cœur et les esprits, pour dire les choses comme elles sont, des notables, des chefs de tribus. Ils essayent de les ménager. Il n'y a plus d'application de la charia extrême, couper des mains et des pieds comme en 2012. Ils font de la politique in fine. Ils ont annoncé qu'ils voulaient négocier avec le gouvernement malien. Le gouvernement sous Ibeka, on en parlait, avait annoncé qu'il voulait négocier avec eux. Ils ont même annoncé, c'est inédit, que le territoire français est exempt des attentats qu'il n'y en a jamais eu depuis le Mali et qu'il n'y en aura jamais. Donc c'est important, ils font de la politique. D'un autre côté, on a l'État islamique qui a eu sa montée en puissance depuis 2015 et qui a été contenu sur zone à cause de sa guerre avec Al-Qaïda, à cause de la pression de Barkhane, mais qui n'a pas l'implantation locale qu'a Al-Qaïda aujourd'hui, appelé plusieurs décennies, on va dire, d'existence. Aujourd'hui, on va dire, le vivier, pour schématiser, des recrues de l'État islamique se retrouve au Tillabéri, au Niger, et ils n'ont pas vraiment d'assises, par exemple, au Mali, encore peut-être un peu plus au Burkina Faso, mais ils n'ont pas cette assise populaire qu'a aujourd'hui Al-Qaïda, parce qu'encore une fois, Al-Qaïda fait de la politique. Alors justement, Gauthier, Ibeka, qui est décédé hier, il reprochait, lui, à la France de l'avoir lâché. Alors, c'est compliqué, parce que Ibeka lui-même a changé plusieurs fois.
quand il arrive au pouvoir, après avoir passé un certain nombre d'années dans l'opposition, après avoir été un homme en vue, puis avoir rétrogradé, c'est quelqu'un qui, dès qu'il arrive au pouvoir, donne l'impression d'avoir une sacrée poigne et une sacrée fermeté. Et d'une C'est certaine 2012, façon, son arrivée au oui, pouvoir, c'est ça. et d'une certaine façon, la France, notamment dans la répression de révoltes estudiantines, de choses de ce type, même dans les conflits interclaniques, on va dire, et la France reste sur cette idée, sur l'idée que Ibrahim Boubacar Keïta est un homme à poigne. Et quand il est démis, arrêté, donc en 2020, euh, il présente d'ailleurs un message dans lequel il dit, voilà, je démissionne, je n'ai plus les moyens de continuer un politique. Qu'imagine les autres, la CEDEAO comme la France, qu'il a été contraint de se prononcer de la sorte. Or, quand la CEDEAO fait pression pour qu'il soit relâché, Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, dit « Je suis désolé, mais j'ai l'impression que Ibeka n'a pas été contraint de se retirer. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème, c'est que ensuite la France va se dire « Oula, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on a? On a joué la carte Ibeka. Il n'est peut-être plus à la hauteur pour X raisons, il n'a plus envie de s'engager dans cette chose-là, on rétropédale. Et on attend de voir ce qui va se passer après. Et ça, c'était, voilà, par rapport au personnage d'Ibeka, c'est une attitude de la France, mais alors, qui a à remettre dans une globalité. C'est que la France est toujours soumise à des demandes contradictoires. Si elle en fait trop, elle est le facteur néocolonialiste, et on le comprend aisément. Et si elle n'en fait pas assez, elle est jugée comme étant responsable ou même complice des actes des djihadistes. Donc, si vous voulez, pour une présence française qui se veut sécuritaire, c'est un peu compliqué de faire face à des contradictions politiques de ce type-là. Compliqué. Donc depuis, il faut le dire, c'est la junte qui est au pouvoir au Mali. Cyril, vous êtes à Bamako, Cyril Payen. D'abord, quel est le sentiment de la population malienne que vous rencontrez? Est-ce qu'elle craint pour sa sécurité? Est-ce que la menace djihadiste, par exemple, est la première préoccupation des Maliens? Écoutez, pour être très franc, à Bamako, qui est une bulle sécuritaire, hein, c'est bien connu, c'est sans doute la seule enclave à peu près sécurisée du Mali. Franchement, non, bien qu'on sente effectivement qu'il y a cette pression, et Wassim le disait très justement, avec des combats qui, ces dernières semaines, se sont dangereusement rapprochés de la capitale. Mais il faut bien se rappeler que c'est un pays absolument immense, sans doute d'ailleurs trop grand, hein, c'est le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest, avec des milliers, des centaines de kilomètres qui séparent. Là où je me trouve, Bamako, par exemple, de Tessalit à la frontière algérienne, près de 2000 km, mais aussi des endroits de l'Azawad, hein, traditionnellement touareg, qui semblent réellement, et c'est le sentiment ici, pour répondre à votre question, appartenir à un autre monde, avec des considérations ethniques, linguistiques et sociales. Donc non, il n'y a pas ce sentiment d'insécurité, mais on sent que c'est le dernier verrou sécuritaire, et il est vrai que j'ai pour ma part, passé 3 séjours ces deux derniers mois au Mali. Et Bamako, depuis il y a 3 semaines, eh bien, a radicalement changé. Et ce qui a changé, en tout cas ici dans les rues, outre ce sentiment d'incertitude vers l'avenir, eh bien, c'est le marqueur important qui a été la grande manifestation à l'appel du gouvernement de transition, à l'appel du colonel Assimi Goïta, vendredi, qui a, de manière inédite, rassemblé des dizaines de milliers de personnes, de Maliens, dans les rues de la capitale, mais également dans les rues des grandes villes du pays, à Kidal, à Gao, à Tombouctou. Ça, c'était la grande surprise. Et ça va sans doute faire effet d'un marqueur sur la sécurité aussi, puisque l'effet le lendemain de cette manifestation, eh bien, qu'est-ce que cela va amener? Est-ce que ce sont les lendemains qui chantent? Certainement pas. Le pays est complètement enclavé. Il y a des vraies questions sur la coopération militaire, on en parlait à l'instant, qui se posent. Et cela n'échappe pas évidemment aux millions de Maliens qui ont eu depuis près de 10 ans l'habitude d'avoir cette coopération militaire avec la France, la plus grosse opération extérieure française, qui peine, on le voit, à se réinventer. C'est un scénario un peu difficile pour la France aujourd'hui de se redimensionner dans un contexte politique extrêmement tendu. Donc bref, il y a énormément d'incertitudes. C'est beaucoup plus palpable qu'il y a encore quelques semaines, même encore une fois, dans cette bulle sécuritaire qu'est Bamako, où finalement, bon an, mal an, on arrive à survivre sans avoir les aléas sécuritaires, c'est-à-dire le déficit total d'État que l'on peut voir ailleurs dans de grands nombres, dans une grande majorité, il faut le dire, voire les 2 tiers du Mali. Niagalé Bagayoko, en 2012, les Français avaient été accueillis comme des héros. Ils ont libéré Tombouctou des djihadistes. Comment, en fait, les djihadistes ont-ils résisté à cette présence militaire française au Sahel? On parle donc de plus de 5000 hommes. Comment l'expliquer?
Alors c'est en 2013, en réalité, que sont intervenues les troupes françaises en réaction à l'offensive à la fois djihadiste et rebelle touareg qui avait en effet été lancée à partir de 2012 dans un contexte de vide politique à Bamako puisqu'un coup d'État avait renversé le président Amadou Toumani Touré. Les troupes françaises ont en effet été acclamées, on se souvient de ces images, notamment de François Hollande à Tombouctou, et notamment parce qu'elles ont à l'époque réussi à atteindre leurs objectifs extrêmement clairs qui visaient à libérer les villes du nord, Kidal, Tombouctou, Gao, sous l'emprise des groupes djihadistes. Mais la transformation de l'opération Serval, qui était uniquement circonscrite au territoire malien, en opération Barkhane, dont le mandat est beaucoup plus large et s'étend sur 5 pays du Sahel, a tendu à rendre beaucoup plus difficilement identifiables les objectifs de cette opération qui a indéniablement obtenu un certain nombre de succès tactiques, mais qui n'ont jamais réussi à être convertis en victoire stratégique. Et en réalité, c'est cette incapacité qui a beaucoup suscité de doutes, de scepticisme, puis aujourd'hui de l'exaspération, voire de la colère, qui explique qu'il y ait une impatience vis-à-vis de la présence française, impatience qui devient une véritable hostilité, puisque je pense qu'il ne faut pas considérer que toutes les manifestations contre la présence française sont uniquement manipulées, soit par des groupes patriotes, soit par des puissances étrangères, comme la Russie, pour ne pas la nommer. Les Maliens ont une conscience politique, font des choix de manière tout à fait assumée. Et aujourd'hui, la présence française, mais plus largement la présence internationale, on voit que des difficultés se posent de nouveau avec la MINUSMA, est au cœur de leurs revendications. Wassim, alors justement, après ce que vient de dire Niagalé Bagayoko, la France, elle doit partir ou elle doit rester? Le ministre des Affaires étrangères malien demande à revoir les accords de défense. Oui, absolument. Elle part ou elle reste, la France? C'est en répondant à une de mes questions, donc dimanche hier, qu'il m'a très clairement dit que le Mali a demandé officiellement à la France de revoir le traité de défense parce qu'il estimait qu'il était en contradiction avec la constitution malienne, que ça empêchait les forces aériennes maliennes d'aller où elles voulaient, etc. Donc j'ai pu confirmer cela avec les autorités françaises, plusieurs sources qui m'ont dit effectivement, il y a une demande qui a été soumise fin décembre et qu'elle est à l'étude. Donc ça a eu lieu. Après, on ne sait pas ce qui va être négocié. En ce qui concerne, par exemple, ce qu'il a dit par rapport à l'armée de l'air ne peut pas aller à certains endroits, on m'a expliqué très clairement que c'était les accords de déconfliction. L'armée de l'air malienne vole depuis peu, depuis 1 an. Il y a des Toucanons, des petits avions, et que, évidemment, quand ils vont aller sur une zone où Barkhane est opérationnelle avec plusieurs aéronefs, il faut coordonner cela. On m'a dit que ça s'arrêtait là. Et puis, dans les faits, cette demande de revoir les accords n'a pas eu d'impact sur la présence française, à l'heure où on parle aujourd'hui, sur le terrain. Donc il y a eu plus de 30 vols de Barkhane en soutien aux forces armées maliennes, aux forces armées du Niger et à la MINUSMA. Depuis quand? Depuis 48 heures. Depuis il y a 48 eu heures. 4 opérations conjointes avec les FAMA, Takuba, force spéciale européenne, dans la région du Menaka et Indeliman en particulier, dans les dernières 48 heures. Il y a 200 forces spéciales italiennes qui sont arrivées avec leurs hélicos et qui sont opérationnelles depuis le 15. Et aussi, il y a les Danois qui arrivent dans les jours à venir. Donc, Et en même temps, les Suédois disent qu'ils veulent retirer leurs forces. les Suédois veulent retirer leurs forces, mais il y en a d'autres qui arrivent, en gros. Donc, pour le moment, le seul impact, il est sur la MINUSMA, finalement, et sur les forces de l'ONU, qui voient leur avion collé au sol depuis vendredi. Il y a eu des négociations aujourd'hui entre la MINUSMA et les autorités maliennes qui ont échoué, m'a-t-on dit, il y a quelques heures. Et finalement, les avions vont rester cloués au sol aujourd'hui et demain, exception faite des vols, on va dire, médicaux, sachant que la MINUSMA, c'est elle qui convoie les militaires maliens, les forces de l'ordre maliennes quand ils sont blessés. Il y a eu plus de 200 convoyages sur 2021. Donc c'est une situation assez particulière aujourd'hui, où la MINUSMA et les forces de l'ONU se trouvent collées au sol et subissent en gros le bras de fer entre Paris et Bamako. Et ceux qui payent le prix au Mali, ce sont finalement les Maliens qui profitent de la présence de la MINUSMA, que ce soit au niveau humanitaire, au niveau médical ou au niveau basique de la vie de tous les jours. Et là, on leur en prive. Exactement.
Gauthier, est-ce que la France doit rester ou partir? Ah, vous avez combien d'heures devant vous? Ah, mais c'est le Non, sujet du débat. je veux dire par là que, bien, si on reprend les choses On fait encore un tour de table, hein, donc vous n'êtes pas le seul à répondre, ne vous inquiétez pas, Gauthier. Je vais saucissonner mes réponses, si vous le permettez. Donc, sur la notion de gouvernance, parce que c'est un peu là-dessus que les choses ont commencé à se gâter. Il est évident que ce que la France a montré d'elle au Mali et ailleurs, c'est une incitation à suivre un modèle qu'elle-même ne suit pas, qui est présenté comme une jolie danseuse et qui n'est pas susceptible d'être atteint par les populations ou par leurs gouvernants, et encore moins grâce au truchement des Français. Et ça, c'est capital dans l'affaire malienne, c'est que vous avez maintenant une génération de politiques maliens qui vous disent oui, la démocratie, peut-être pas, pourquoi pas. Enfin, ça n'est pas un impératif catégorique. C'est quelque chose qui est susceptible d'être contingent et que l'on peut rejeter. Et ça, c'est sans doute la chose la plus délicate et la plus dommageable. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des termes qui devraient s'imposer d'eux-mêmes et qui sont considérés comme étant en fait des produits d'exportation occidentaux, ou plus particulièrement français, comme la démocratie. Et ce relativisme, finalement, nuit à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui doit profiter aux Maliens. Partant, la réponse à votre question sur le fait de savoir si les Français doivent rester ou partir, c'est un peu compliqué. Vous avez vu, j'en terminerai là, vous avez vu qu'ils ont poussé des cris d'orfraie quand il y a eu la présence du groupe Wagner russe, et qu'aujourd'hui, la France se dit, bah tiens, finalement, il faudrait peut-être voir comment on peut, sans se marcher sur les pieds, rester là. Donc voilà, la réponse, elle est encore mouvante, bien sûr. Cyril, elle est encore mouvante. La réponse, il y a un sentiment anti-français assez fort, hein. Vous en parliez d'ailleurs, Cyril, j'imagine que vous le ressentez encore à Bamako, là où vous êtes. Est-ce que la France devrait rester ou partir lorsqu'on est sur le terrain comme vous? Quel est le sentiment sur place? Et avec justement cette force russe Wagner qui est présente également au Mali, la France avait dit c'est eux ou nous. Alors où en est-on? Bah écoutez, pour continuer le tour de table, oui, c'est vrai que l'état-major français est dans une position quasi schizophrénique. C'est d'ailleurs de l'aveu même de membres de l'état-major qu'on a pu consulter, qui nous disent que c'est un peu compliqué quand l'État français a mené cette diplomatie des lignes rouges. Ces lignes rouges, eh bien, elles sont franchies. C'était le chronogramme électoral, c'était le groupe Wagner, les coopérants russes, un certain nombre de mesures qui ont été de toute façon complètement dépassées. Alors c'est vrai qu'on se demande où on en est aujourd'hui quand on voit que cette crise politique extrêmement profonde, qui ici on utilise beaucoup, et les Maliens sont volontiers poètes, la parabole du vieux couple, ils disent que nous ne sommes pas en divorce, mais nous avons une crise après tant d'années de vie commune. C'est comme ça qu'on le prend de manière un peu amusante, mais certainement il y a cette diplomatie des lignes rouges qui a fait long feu, et la redéfinition de l'opération française, mais également de la coopération européenne, qui est extrêmement important, qui est sur la table, est vraiment au pied du mur aujourd'hui. Alors il est vrai que le sentiment anti-français n'est pas un sentiment anti-français, parce que je peux vous dire qu'ici ça n'a pas changé. Il y a une véritable entente avec la population malienne à Bamako. C'est vraiment le rejet qu'on a pu voir vendredi, notamment dans les rues de Bamako et du Mali. C'était le rejet de la gouvernance française, le rejet de la politique française, et en l'occurrence qui avait été stigmatisé par l'engagement militaire français. Pourquoi? Eh bien parce que certainement les gens ne comprennent pas ici, ou mettons que la Barkhane, enfin l'état-major français n'a pas nécessairement bien communiqué sur les bons résultats qu'il y avait sur le terrain dans cette lutte anti-djihadiste, qui mobilise, je le rappelle, plus de 5000 personnes, enfin 4800 personnes aujourd'hui, l'opération lointaine et chère, de plus en plus impopulaire en France, mais n'a pas su communiquer sur les résultats tangibles, et les populations maliennes, mais également du Sahel, je pense au Niger, je pense au Burkina Faso, n'ont pas nécessairement fait le lien entre ce déploiement technologique quand on est en plein désert et quand on voit des convois de plusieurs dizaines de blindés, un grand renfort de technologie. On ne comprend pas comment il y a ces chiffres assez incroyables de populations civiles qui sont massacrées. On parle de centaines depuis le début de l'année. Donc si on met ça l'un et l'autre, on ne comprend pas très bien ce décalage entre le fond
et la forme, entre les intentions et le résultat. Donc tout cela, évidemment, instrumentalisé ou pas, ça aussi, la source, on ne sait pas, mais il y a un fond assez peut-être minoritaire, mais en tout cas qui fait beaucoup parler de lui, hein, qui traduit ça en sentiment anti-politique français. C'est réellement, en tout cas aujourd'hui, dans le collimateur, c'est ce que j'ai essayé de dire en préalable, c'est qu'on voit que ça a beaucoup changé depuis 48 heures ici à Bamako, puisqu'ils étaient 50 000 personnes à rejeter la France, à rejeter, ça, certainement pas forcément à raison, mais à rejeter tous les torts sur la politique française. Donc c'est une crise de couple, je dirais, mais ce qui est perçu ici auprès du gouvernement de transition, nous avons pu rencontrer quelques éléments dans la journée, c'est que derrière cette surenchère verbale, cette guerre des mots, il y a une volonté d'apaisement, de dialogue certainement. Donc tout n'est pas perdu. Encore une fois, le divorce, c'est ce qu'on entend ici, ne semble pas vouloir être prononcé au moment où on vous parle. Niagale Bagayoko, le divorce n'est pas prononcé encore, mais quel rôle finalement doit jouer la France aujourd'hui au Sahel? Et puis justement, quel rôle avec ou sans les Russes? Parce que les Russes, manifestement, sont présents, les forces paramilitaires Wagner, même si Moscou dément d'un côté, que les autorités maliennes restent encore ambiguës. Est-ce qu'effectivement la France pourrait rester avec une présence russe? Elle l'a dit que non au départ. Comment ça va se passer? Alors tout d'abord, quant à cette question hein, savoir si la France doit rester ou partir, il est évident qu'aujourd'hui, il y a un hiatus extrêmement profond entre d'un côté une présence et une coopération militaire qui se poursuivent à la fois dans le cadre du partenariat militaire de combat, mais aussi dans le cadre du partenariat militaire opérationnel, c'est-à-dire en termes de coopération, de formation notamment, et d'autre part, la relation diplomatique qui est extrêmement dégradée. Et moi, il me semble que aucun des deux partenaires aujourd'hui n'est en mesure de reconnaître que le sens de cette présence militaire française n'est plus en accord avec les lignes diplomatiques qui sont développées de part et d'autre. Aujourd'hui, on s'interroge sur les objectifs véritablement poursuivis par l'opération Barkhane, au-delà, bien sûr, hein, des théories du complot. Je ne parle absolument pas de ça, mais est-ce que l'objectif premier reste la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il s'agit plutôt, dans le cadre de la stratégie d'invisibilisation de la présence poursuivie par la France, est-ce qu'il s'agit en priorité de faire monter en puissance les armées sahéliennes, de les mettre à portée de l'ennemi, alors même que cet ennemi n'a jamais été à portée de l'armée française? On s'interroge véritablement. D'autre part, pour ce qui est de l'arrivée de ce groupe Wagner, je pense qu'il est extrêmement difficile de savoir de quelle façon se décline la coopération militaire russo-malienne, quel est exactement le statut légal de cette société, quels sont les liens qui la relient au Kremlin et comment la Russie sous-traite en réalité un certain nombre de tâches. Mais ce qui est évident, c'est que les lignes rouges, en effet, qui ont été fixées, doivent interroger sur la question fondamentale de savoir si la Russie est un partenaire international en matière de lutte contre le terrorisme. C'est la première question. Et d'autre part, de savoir si un certain nombre d'acteurs dont on sait qu'ils commettent des exactions sur d'autres théâtres peuvent être appliqués aux côtés des troupes russes dans cette lutte contre le terrorisme. Wassim, les Russes, effectivement, protègent-ils les autorités maliennes? Luttent-ils contre le djihadisme? On a montré des images sur France 24 pour montrer qu'effectivement, il y avait une présence des forces Wagner au Mali. Que font-ils? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Écoutez, on a même dévoilé leur présence au Mali en annonçant qu'il y a eu le premier combat le 3 janvier entre eux et les djihadistes d'un côté. Donc un des instructeurs qui accompagnait les FAMA dans le centre du Mali, ils sont confrontés avec les djihadistes. Il y a eu même le premier mort russe à ce moment-là. Donc on sait qu'ils sont là, mais comme l'a très bien dit Niagale, on ne sait pas quel est leur qualificatif, quoi. Est-ce que ce sont que des instructeurs? Est-ce qu'ils appartiennent à l'armée russe? Parce qu'on sait qu'il y a des mécanos de l'armée russe qui ont été envoyés à Tombouctou, mais ça, il n'y a rien Des d'extraordinaire mécanos de là-dedans. l'armée russe, ça veut dire quoi?
pour aider à rendre les hélicos Des militaires opérationnels. officiellement russes. Les hélicos, oui, voilà, des militaires. Des militaires russes, Exactement. donc. Exactement. Et Parce que la force Wagner, il faut expliquer, oui, c'est une force paramilitaire, en fait, hein, Voilà, qui n'est pas tout vraiment à fait. reconnue par Donc, Moscou. Ce qu'on s'accorde à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a les deux et que le flou est entretenu, évidemment, par Moscou et par le gouvernement malien, parce qu'in fine, à quoi bon mettre toutes les cartes sur la table? S'il y a exaction, s'il y a échec, comme au Mozambique, parce que Wagner a échoué au Mozambique face à l'État islamique, les Russes vont s'en dédouaner. S'il y a des gains à récolter, comme en Afrique centrale, République centrafricaine, ils vont le revendiquer. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que la présence de Wagner en Libye, c'était un échec aux côtés de Haftar, même si même la France aussi avait soutenu Haftar. Finalement, il n'est pas arrivé à ses fins. Il faut rappeler aussi, et moi je pense que... Donc ils ne sont pas si puissants? Ils ne sont pas si puissants, mais il faut regarder, à mon humble avis, il faut regarder du côté de ce qui s'est passé en Syrie avec les Russes. Il y a eu Wagner dans l'Est pour embêter les Américains les ont tapés très fort. Moscou n'a pas réagi. Moscou a déployé Wagner en Syrie, mais a déployé l'armée régulière face aux rebelles et aux djihadistes et la police militaire qui sont des musulmans tchétchènes. Ils ont su jouer et retourner des rebelles et faire toute une brigade, la 5e brigade, de rebelles syriens qui sont aujourd'hui du côté du régime. Donc les Russes aujourd'hui au Mali, je pense qu'ils vont essayer de déployer un scénario similaire en attirant peut-être certaines factions Touareg dans le nord, dans leur rang, et essayer de s'implanter durablement. Mais c'est une histoire qui est en évolution. Ils avancent leur pion petit à petit et il n'y a rien qui les oblige aujourd'hui à dévoiler la nature réelle de leur présence. Mais en tout cas, ils sont là et il faut faire avec. Et les États-Unis, alors, Gauthier? Les États-Unis, face à cela, on a bien vu qu'ils avaient voulu se désengager et que là-dessus est arrivée l'affaire des sous-marins australiens et qui a été un grand reproche fait par la France aux États-Unis. Et d'une certaine manière, Biden a dit, bon, si on veut raccommoder les choses, on ne va pas couper totalement l'aide que l'on fournit à la France sur le terrain sahélien. On va là aussi être dans une transition, si vous voulez, d'être dans une forme de transition. Parce que j'ai lu, pardonnez-moi Gauthier, qu'il y a des gros porteurs américains en fait, qui sont là pour aider la force Barkhane, donc ils sont opérationnels. Tout à fait. Ah, mais ils sont indispensables. Ils sont indispensables. Ils sont Ah, oui. totalement indispensables. Ah, et c'est pas- ça. ils aident, ils sont D'ailleurs, indispensables. c'est ce que craignait d'ailleurs la France, et que finalement cette affaire des sous-marins a été une aubaine en quelque sorte, à contrario, parce qu'elle permet aux Américains de ne pas aller trop vite dans un désengagement. Parce que précisément, même s'ils ne voient pas la fin de l'histoire ou le fin mot de l'histoire, ils se disent que par rapport à la France, il ne faut pas les lâcher, à tort ou à raison. Simplement, je voudrais une petite remarque. Donc il n'est pas question qu'ils se retirent Non. du Mali ou du Sahel. Ils ont encore un otage aussi. Ils ont encore il y a encore un otage. Et puis, si vous voulez, ce que Biden avait compris, c'est que l'intention américaine était peut-être un peu trop rapide. Cette affaire des sous-marins, ce dépit français survient et permet finalement aux Américains de dire on ne se désengage pas tout de suite vis-à-vis de la France, même si, et je termine d'un mot, comme certains Européens, on a parfois du mal, aussi bien côté américain que côté, par exemple, suédois, à s'engager, à mettre le doigt dans un engrenage où les relations paraissent tellement franco-malien, sahélio-africanisé, si vous voulez, une sorte de relation incestueuse, mais à 3, 4, 5 ou 6, eh bien, dans ce cas-là, on se dit, il faut peut-être mieux pas y toucher de manière trop précise, parce que c'est quelque chose qui nous brouille et qui risque de nous mettre dans des situations extrêmement dangereuses. Donc, prudence de ce côté-là. Mais on ne se désengage pas totalement. Cyril, justement, à Bamako, que dit-on d'abord de la présence des Russes? Qu'est-ce que vous entendez sur place? Manifestement, ils ont l'air d'être soutenus par un certain nombre de Maliens aujourd'hui, les Russes. Est-ce que c'est votre sentiment sur place? Et puis ces Américains? Écoutez, le soutien des Russes, c'est quand même c'est très difficile d'abord de manière tangible de l'évaluer. Il y a eu des incidents récents. On parlait du convoi 32 sur la voie sacrée qui a été pris à partie il y a 1 mois et demi. Ce convoi français qui amenait de la logistique depuis le port d'Abidjan en traversant le Burkina Faso, le Niger, pour rejoindre Gao, où il y a eu des premiers drapeaux russes qui ont été mis devant ce convoi français. Il y avait beaucoup de drapeaux russes également dans la manifestation de vendredi dernier, avec des drapeaux français qui étaient un peu moins mis comme des pavois, enfin un peu moins à l'honneur, et c'est une litote. Maintenant, est-ce que c'est une majorité? Certainement pas. Ce qui est certain, c'est que la présence des Russes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, eh bien c'est le secret de Polichinelle, c'est le tabou qui perdure depuis de nombreux mois, depuis le août dernier, quand on avait eu les pressentiments qu'il y avait sans doute un scénario comme ce qui a pu se passer en Centrafrique voisine avec
l'implantation lente mais certaine d'une logistique de mercenaires de Wagner, avec ce flou entretenu pendant longtemps en Centrafrique sur qui faisait quoi, des formateurs, des coopérants, une coopération traditionnelle militaire russe ou pas. Ensuite, ça a été bas les masques. Est-ce que ça va être le cas ici? On voit bien qu'il y a ce sursaut anti-politique française qui fait qu'une certaine partie de la population, eh bien, un peu, je dirais un peu, pas à bout de souffle, mais à recherche peut-être de réponses à des questions mais des questions même existentielles, des questions économiques, sociales, dans un Mali qui est très enclavé depuis l'adoption des sanctions de la CEDEAO depuis quelques jours, où on en parle à l'Union européenne, où on en parle à l'ONU, où ça se passe assez mal, notamment à cause du calendrier électoral donné par le gouvernement de transition. Eh bien oui, les Russes sont vus par une certaine partie de la population comme une solution. Pas une solution miracle, mais peut-être la solution. Ce qui est le problème en creux reste que si l'on peut dénoncer l'intervention militaire française, le fait d'avoir mal communiqué, d'avoir mal travaillé, quelle que soit l'appréciation, beaucoup de voix, quand on discute un peu plus longtemps, au-delà des manifestations dans la rue, eh bien, se disent que passer d'une solution militaire française à une autre solution militaire, qu'elle soit russe ou autre, au Mali, ne résoudra pas les problèmes du déficit d'État, les problèmes électoraux, les problèmes économiques, la corruption. Donc on est un peu dans une impasse où l'alibi facile reste les Français. La solution miracle qui fera long feu certainement aussi, ce sont les Russes. La solidarité, c'est que ce qui est vrai, c'est que ça se matérialise, hein, la présence et la logistique russe. Encore une fois, quelle qu'elle soit, puisqu'il y a ce flou artistique qui est maintenu par Bamako et Moscou sur la nature même de ces avancées d'hommes humains ici au Mali, il n'en demeure pas moins qu'ils avancent vite. Si cela se confirme, qu'ils soient Wagner ou pas, il y avait une quarantaine d'hommes il y a 3 semaines, et là on les évalue à 450 dans 4 bases réparties dans le nord et le nord-sud du Mali. Donc tout cela va très très vite, et c'est effectivement cette solution miracle, mais qui est un peu un miroir aux alouettes pour beaucoup de Bamakois, beaucoup de Maliens, quand on engage vraiment la discussion. La vérité, c'est que le Mali est enclavé, le Mali est en crise certainement de gouvernance, bien entendu. Il y avait l'arrivée des militaires, qui, avec un soutien populaire, on l'a vu récemment, mais encore une fois, que va-t-il se passer quand il va s'agir de payer les salaires? Il n'y a plus d'argent, il n'y aura plus de liquidité d'ici peu de temps, et c'est ça qui anime vraiment le quotidien des Maliens aujourd'hui. Niagale Bagayoko, est-ce qu'effectivement on passe une sorte de confrontation avec la France, avec un pays qui devient un pays, je dirais, en proie à une sorte de guerre froide? C'est-à-dire qu'il y a les Russes d'un côté, on parlait des Américains qui ne veulent pas finalement se retirer totalement, probablement parce qu'il y a une présence russe. Est-ce que ça devient cela aujourd'hui, le Mali et le Sahel d'une manière générale? Alors, à mon avis, de ce point de vue-là, il est intéressant de se référer au triptyque dont parle le nouveau chef d'état-major des armées françaises, le général Burkhardt, qui parle du triangle confrontation, compétition, contestation. On voit très bien que l'élément de la confrontation, donc avec les groupes djihadistes, aujourd'hui, n'est absolument plus ce qui fonde uniquement la problématique politico-stratégique de la France au Sahel. Il y a effectivement ce rôle d'autres acteurs, mais qui, à mon avis, n'est pas illégitime en tant que tel. La France évoque souvent l'arrivée de nouveaux acteurs au Mali. Si on prend le cas de la Russie, ce n'est absolument pas un nouvel acteur, étant donné d'une part les liens extrêmement étroits qui avaient été tissés dès l'indépendance en termes de coopération militaire avec l'URSS et les ex-républiques socialistes soviétiques, puis en raison des accords qui ont été conclus aussi bien par le président Amadou Toumani Touré que par le président Ibeka. Donc la Russie n'est pas un nouvel acteur, mais il y en a d'autres, comme la Turquie, par exemple, qui joue un rôle de plus en plus important au Sahel. Les autorités maliennes actuelles s'inscrivent clairement dans une stratégie d'élargissement des partenariats, et je pense que la focalisation de la France sur cet élargissement a eu un effet en réalité contre-productif. J'en viens enfin au troisième élément qui pour moi est la clé, vraiment le cœur de ce qui risque de se produire au Sahel dans les mois à venir, c'est l'élément de la
contestation. On a très bien vu, hein, comme le disait Cyril Payen, ce qu'a provoqué ce fameux convoi Voix sacrée qui a provoqué des affrontements meurtriers au Niger, notamment. Les populations aujourd'hui peuvent être saisies de mouvements de colère qui peuvent entraver logistiquement, opérationnellement et en réalité politiquement la présence militaire et politique de la France au Mali. Il nous reste quelques minutes justement pour conclure. Je voudrais faire un dernier tour de table en reprenant le titre de cette émission. Est-ce que le Sahel est une poudrière aujourd'hui, Wassim? Écoutez, c'est comme ça depuis plusieurs années maintenant, mais aujourd'hui, il y a des facteurs nouveaux. Donc, si je peux me permettre, le facteur nouveau, c'est qu'on a deux groupes djihadistes. Un, État islamique, deux, Al-Qaïda. Al-Qaïda qui veut négocier. Donc, Al-Qaïda veut négocier, demande aux Français de partir. Bamako veut négocier avec les djihadistes et a deux doigts de demander aux Français de partir. Et les Russes veulent bien remplacer les Français sur place. Donc il faut garder ça en tête. Ça veut dire les Russes, il y a un alignement aujourd'hui qui peut paraître bizarre hein, ou pas habituel, mais la réalité des choses est la suivante. C'est-à-dire, les Russes qui sont aujourd'hui présents, ils peuvent tout à fait ouvrir des négociations avec Iyad Aghali. Ils vont pas s'en priver. Ils négocient ailleurs avec les djihadistes. Ils s'en privent pas. Ils n'ont pas des prises d'opposition dures dans la guerre contre le terrorisme telles que les pays occidentaux, et avec des éléments en phase 2 qui veulent négocier. Donc ça, je pense que c'est à prendre en considération parce que ça fait partie aujourd'hui de l'équation. Parce qu'on est dans une situation un peu particulière où les groupes djihadistes disent on veut négocier, en tout cas Al-Qaïda, donc ils sortent de cette guerre épique sans fin contre les mécréants, et les pays occidentaux, dont la France, s'enferment dans la guerre contre le terrorisme sans fin. Alors que les Russes sont beaucoup plus pragmatiques, il faut garder ça en tête. Leur présence là-bas peut ouvrir des portes de la sorte. Poudrière ou pas? Oui, poudrière, parce que si on rejoint ce que vient de dire Madame Bakayoko, il y a quelque chose de très précis en ce qui concerne les Russes. Moi, je veux bien qu'on fasse la liste, et on devrait le faire, des faillites, des mauvais engagements français, des exactions même de l'armée française. Très bien. Le problème, c'est qu'un groupe comme Wagner, qui n'est pas répertorié en Russie, puisque c'est illégal en Russie, les sociétés de mercenaires, c'est quand même des groupes c'est un groupe qui est dirigé par un proche de Poutine et qui partage l'idéologie de Poutine, ce qu'on appelle l'Eurasie. L'Eurasie est une supériorité des Slaves sur les autres. Je veux dire par là que dans le terme des exactions telles qu'elles ont été commises en République centrafricaine par le groupe Wagner, il y a le racisme à la base. Donc on peut effectivement faire la part des faillites et des erreurs des uns et des autres, mais là on y va quand même tout droit avec le groupe Wagner, parce que ces gens-là ne sont pas fondamentalement intéressés, ni même ne feignent d'être intéressés par le sort des Maliens. Ils sont là pour réserver des prébendes à l'État russe ou à eux-mêmes. Cyril, poudrière ou pas? Vous avez une minute. Hein. En une minute difficile, je voudrais juste ramener, c'est un scénario un peu catastrophe, en tout cas pour ce qui concerne la sécurité, et j'en appelle pour ça au travail anti-djihadiste de l'armée française depuis plus de 9 ans maintenant. Et poudrière potentielle, oui, si les Français devaient partir, puisque c'est quand même dans l'esprit de certains stratèges de l'état-major, si vraiment ça se passait encore plus mal politiquement de partir, et d'en rappeler à ce qui était considéré comme un amalgame complètement décalé le 31 août dernier, quand le retrait chaotique où nous étions en Afghanistan des Américains, et qui aujourd'hui, malheureusement, pour l'engagement français, rejoint un peu quelques similitudes. Donc à cet égard, oui, poudrière, puisque tout cela ouvrirait le pays sur un avenir un petit peu difficile, ou en tout cas inconnu. Niagalé Bagayoko, poudrière ou pas? Vous concluez l'émission. Alors, poudrière, absolument, sachant que je rejoins absolument Gauthier Ribinski pour dire que la question du respect des droits de l'homme et de la protection des populations sera de toute façon au cœur du succès qui est à venir. Et malheureusement, je ne suis pas certaine que l'ensemble des approches qui ont été tentées aujourd'hui par la plupart des partenaires internationaux, à l'exception peut-être de la MINUSMA, aient mis cette protection des populations au cœur de l'approche. Aujourd'hui, le bourbier sahélien, qui n'est plus malien puisqu'il s'est étendu au-delà de ses frontières, met avant tout en péril la sécurité des biens et des personnes, des populations civiles. Merci beaucoup Niagalé Bagayoko d'avoir été avec nous. Merci Wassim Nastre. Merci Gauthier Ribinski. Merci Cyril Payen, donc, qui était en direct avec nous de Bamako. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.